Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Avec cet épisode, on va un peu clôturer la trilogie sur l'éducation. Une trilogie de 3 épisodes qui était basée sur les travaux du docteur Laurent Alexandre et surtout sur son bouquin La guerre des intelligences, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Alors dans le premier épisode un peu de cette trilogie, on avait vu ensemble qu'une nouvelle guerre était déclarée, une guerre subtile. C'était la guerre entre nos cerveaux biologiques et l'intelligence artificielle. Ensuite, la semaine dernière, on a vu un peu la révolution de l'éducation. Comment l'éducation avait pris forme, comment elle s'était développée au fur et à mesure des millénaires, et surtout, les problèmes auxquels elle faisait face aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir un truc tout à fait passionnant. On va parler du futur de l'éducation. Qu'est-ce que les prochaines années nous réservent? Alors pour ça, j'ai divisé cet épisode en 2 grandes parties. On va voir l'évolution de l'éducation à partir de 2030 et ensuite on va voir l'évolution de l'éducation et toutes les nouvelles avancées technologiques, éducatives et pédagogiques possibles en 2035 et 2060. Vous êtes prêts? Vous voulez voir des situations possibles, peut-être ce que l'avenir nous réserve en termes d'éducation? Alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti! L'éducation aujourd'hui est à un point culminant où elle doit prendre une nouvelle direction. L'éducation, comme on la connaît, est un peu arrivée à son climax. Et elle fait face désormais à des problèmes de taille qu'elle pourra surmonter seulement si elle change de stratégie et qu'elle prend une nouvelle direction tournée vers le futur. Le premier grand obstacle qui menace l'éducation est la guerre des intelligences et surtout la nouvelle arrivée de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui est désormais capable de s'auto-éduquer. C'est l'intelligence artificielle du deep learning. Et malheureusement, face à cette intelligence artificielle qui est capable d'apprendre des millions et des millions d'informations en quelques secondes, notre cerveau humain, il fait pas vraiment le poids. Tellement qu'il y a même une loi empirique derrière tout ça, la loi Moore, qui stipule qu'un ordinateur, qu'une intelligence artificielle, que la technologie augmente ses capacités et ses performances de manière totalement exponentielle, alors que nous, notre cerveau, il évolue très très lentement. Donc ça crée un problème de taille, c'est-à-dire une éducation à 2 vitesses. D'un côté, l'intelligence artificielle qui est capable d'améliorer ses performances de jour en jour, et de l'autre, nous-mêmes, où il nous faut plusieurs années pour acquérir une nouvelle compétence. Et ensuite, la deuxième grosse menace est le fait que le système scolaire n'a pas vraiment évolué depuis des millénaires, depuis la Grèce antique. Il fonctionne à peu près de la même façon. Une personne qui a la connaissance, un groupe de personnes qui veulent cette connaissance et une transmission orale pour transmettre cette connaissance, pour l'assimiler. Si ça a fonctionné pendant des années, c'est un système de plus en plus obsolète parce que de plus en plus de personnes doivent et veulent avoir accès à la connaissance et surtout veulent avoir accès à des connaissances spécifiques. Et ça, c'est un véritable challenge. Et surtout, une des menaces du système scolaire actuel, c'est que souvent, il est basé sur un fonctionnement qui est souvent critiqué par son manque d'efficacité et d'innovation. C'est notamment le cas en France avec les langues étrangères. On a la réputation mondiale d'être très mauvais en langue. Alors ça pourrait s'expliquer par beaucoup de facteurs, mais ça s'explique surtout par le fait que le système scolaire tel qu'il est fait est très inefficace pour enseigner les langues étrangères en France. En fait, l'école est une magnifique institution inclusive où des maîtres sous-payés et mal considérés essaient tant bien que mal de suppléer des parents parfois démissionnaires et d'intégrer les populations qui en n'ont pas toujours l'envie. Donc ça, c'est une citation justement tirée de ce bouquin et je trouve qu'elle est assez vraie. Ensuite, la troisième grosse menace qui freine l'éducation aujourd'hui, c'est les résistances politiques, les résistances éthiques. Et surtout les résistances protectionnistes. Des résistances qui bien souvent malheureusement sont fondées sur des incompréhensions de ce qu'est la technologie d'aujourd'hui et ce qu'elle est capable de faire, et surtout sur la peur des nouvelles technologies. Alors bien sûr, toutes ces résistances ne sont pas mal fondées, ne sont pas infondées. C'est notamment le cas des résistances éthiques ou certaines résistances protectionnistes, par exemple des résistances face à l'intelligence artificielle
où on a peur de remplacer tous les profs à long terme. Mais le problème, c'est que bien souvent, les mesures protectionnistes mises en avant sont aussi absurdes que si l'on avait interdit l'automobile en 1905 pour ne pas heurter les maréchaux ferrants. Alors heureusement ou malheureusement, je sais pas, ça dépendra des écoles, mais il est impossible d'arrêter la nouvelle vague de technologie. Et c'est pourquoi de nouvelles innovations technologies prennent le relais, c'est les technologies de l'éducation, c'est les fameuses EdTech. C'est-à-dire des MOOC, des cours en ligne qui permettent à chacun d'avoir accès à la connaissance. Pour cela, il lui suffit d'un téléphone et d'une connexion Internet. Mais le problème de toutes ces technologies de l'éducation, c'est qu'elles sont encore à leur balbutiement. Elles sont encore assez souvent un monologue, c'est-à-dire une vidéo filmée et quelqu'un qui la regarde. Il n'y a pas vraiment une interaction entre la personne, le prof, et la personne qui regarde la vidéo. Mais ça pourrait changer. Et le gros premier changement de l'éducation pourrait se situer en 2030. Et serait fondé sur le phénomène de l'hyper-personnalisation de l'éducation. En fait, en 2030, l'éducation pourrait un peu prendre la même tournure que l'industrie a prise au cours du XXe siècle. En fait, durant le XIXe siècle et le XXe siècle, l'industrie avait qu'un seul but, était créée autour d'un seul but, créer en masse, la production de masse. Et ça, c'était surtout possible grâce au taylorisme, ça veut dire l'organisation scientifique du travail, où chaque salarié, chaque employé d'une usine était dédié à effectuer une seule tâche tout au long de la journée pour accélérer le processus de production, et la fameuse directive productive américaine One Fits All. Un produit pour tous. Alors c'est notamment ce qu'ont fait les entreprises Ford en créant des voitures pour tout le monde qui pourraient correspondre au plus de personnes possible. Henry Ford avait même l'habitude de dire de façon ironique que le client pouvait choisir la couleur qu'il souhaite de sa voiture à condition que ce soit noir. Donc là, vraiment, au début du XXe siècle, l'industrie visait la production de masse pour vraiment créer un produit qui pouvait convenir à tous. Ensuite, dans les années 90, une nouvelle politique de production est arrivée. C'est la différenciation du produit. On a commencé à viser des niches spécifiques, des marchés spécifiques, donc avec des voitures familiales pour les familles, avec des voitures sportives pour attirer plus les jeunes, ou des voitures faciles à prendre en main, peu onéreuses, petites, pour les gens qui habitaient en ville, ou alors les étudiants. Mais c'est surtout dans les années 2000 que la différenciation et la personnalisation du produit est vraiment devenue réelle. Et ça a été grâce seulement à une seule chose. Ça a été grâce à Internet et surtout à nos recherches Internet. Pour la première fois depuis l'histoire, grâce au surf Internet, à nos questionnements sur Google, etc., on avait assez de données pour pouvoir vraiment cibler des niches particulières, soulever leurs besoins et proposer un produit pour répondre à ce besoin. L'école, l'éducation, c'est un peu la même chose. Mais le problème, c'est que souvent, on est resté un peu sur le modèle de la production de masse, un peu le modèle du XXe siècle pour l'industrie. C'est-à-dire qu'on essaye de toucher un plus grand nombre. On essaie de transmettre le savoir au plus grand nombre de personnes possible de la même manière. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'apprentissage. On a tous des préférences d'apprentissage différents. Certains apprennent plus rapidement, d'autres apprennent beaucoup plus lentement. C'est pourquoi ce système éducatif montre ses limites. Et c'est pourquoi 2030 pourrait être pour l'éducation un tournant considérable, parce que ça serait vraiment la première fois qu'on prend vraiment en compte l'hyper-personnalisation de l'éducation. Un peu comme les voitures, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte différents besoins. On va segmenter la population en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses préférences d'apprentissage, et on pourra lui proposer un cursus éducatif, pédagogique ou universitaire facilement et beaucoup plus efficacement aux besoins réels de la personne. Alors bien sûr, ça c'était pas possible avant parce qu'on n'avait pas les outils technologiques, mais désormais c'est possible parce qu'on a tous les outils technologiques en main, ou du moins ils sont en plein développement. Et en 2030, ils vont pouvoir être de plus en plus performants et vraiment permettront de cibler différents marchés éducatifs. Je parle de marché éducatif parce que malheureusement ou heureusement, là aussi ça dépendra des écoles, la plupart de ces technologies de l'éducation seront privées. Mais en fait, 2030, ça marque surtout un grand tournant. C'est la fin du bricolage éducatif. En fait, le bricolage éducatif, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire qu'on expérimente de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles modalités d'enseignement, de nouvelles structures, etc. Enfin, vraiment, on expérimente pour essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux. Et en 2030, si on en croit les travaux de Laurent Alexandre, on pourrait arriver à la fin de ce bricolage éducatif. On pourrait avoir une science de l'apprentissage, de l'enseignement, de la pédagogie beaucoup plus exacte. Une science basée sur les neurosciences, qui évolue au jour le jour, qui évolue chaque jour de plus en plus. Chaque jour, on comprend un peu plus le fonctionnement des neurones, comment les neurones se connectent entre eux, quelles sont les différentes modalités de connexion entre les neurones et comment on peut modifier ça. Parce qu'en fait, faut pas oublier un truc. Apprendre, d'un point de vue neurologique, c'est seulement une seule chose. C'est seulement créer de nouvelles connexions entre les neurones.
Et aussi, la grosse technologie, la grosse avancée qui permet vraiment d'arrêter le fin du bricolage éducatif, qui permet vraiment de trouver des solutions aux problèmes éducatifs que j'ai soulevés au début de ce podcast, c'est l'intelligence artificielle du deep learning. Et ça, cette grande avancée technologique qui permet d'innover sur le monde de l'éducation, elle est possible grâce aux GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, qui récoltent chaque jour des millions et des millions de données sur ses utilisateurs, donc sur nous. Elle récolte tellement de données que Google, en une année, récolte en moyenne 4 milliards de données. Ça veut dire que Google, à lui seul, a plus de données sur nous que tous les psychologues du monde, que nos familles, que nos amis, vraiment, toutes les données possibles et inimaginables sur nos préférences, sur nos goûts, sur nos problèmes, sur nos préférences sexuelles, sur notre niveau social, sur nos passions, sur la musique qu'on aime. Vraiment, il a énormément de données. Et grâce à ces données, il peut arriver à segmenter la population entre différents besoins éducatif. Et donc c'est grâce à cette compréhension en profondeur de tout le fonctionnement humain que Google et donc tous les GAFA seront capables d'offrir de nouvelles solutions éducatives et technologiques. Et ce qui sera vraiment possible grâce à toutes ces avancées technologiques et cette meilleure compréhension du fonctionnement de l'apprentissage chez l'humain, c'est une hyper-personnalisation de l'apprentissage. C'est-à-dire proposer le cursus, les cours, les tutos qui correspondent le mieux à la personne par rapport à ses besoins professionnels ou personnels. Et ça verra le jour sur les technologies de l'éducation, sous les EdTech, c'est-à-dire des plateformes utilisées par des millions et des millions de personnes. Ça pourrait être un peu comme Spotify pour la musique ou YouTube pour les vidéos. Vraiment, quelques plateformes qui auront le marché mondial de l'éducation et qui pourraient proposer une éducation sous une nouvelle forme. Une forme qui pourrait ressembler un peu à l'Internet des années 2000, où tout était collectif. On construisait des logiciels ensemble. Donc là, ça pourrait être la même chose avec des travaux collectifs, où chaque personne, chaque élève, chaque apprenant pourrait choisir son cursus scolaire, pourrait choisir sa progression, son rythme de progression, et pourrait choisir entre différentes activités éducatives. Ensuite, en 2030, avec cette nouvelle métamorphose de l'éducation, de nouveaux profs pourraient voir le jour. Des profs dont les qualités premières seraient le charisme, une grande connaissance des neurosciences et des nouvelles technologies de l'éducation. Des profs qui seraient des grands orateurs, qui seraient capables de transmettre la passion d'apprendre, la passion de transmettre des connaissances. Et surtout des profs qui seraient là pour aider chaque apprenant à suivre son cursus grâce aux EdTech. En fait, le prof de 2030 pourrait être plus un coach en fait qu'un vraiment un prof. Mais même si 2030 pourrait annoncer un véritable chamboulement dans le monde de l'éducation, ce chamboulement sera de courte durée. Parce que rapidement, le monde de l'éducation fera face à une menace de taille. L'intelligence artificielle. De 2035 à 2060, on pourrait se poser de nouvelles questions face à l'éducation et face à la société. Cette question se résumerait à ça. Comment transmettre le savoir à l'heure de l'intelligence artificielle? Parce qu'en 2035, le décalage entre l'intelligence artificielle et le cerveau biologique pourrait être de plus en plus vrai et visible. Parce qu'on ne pourra pas vraiment faire le poids longtemps face à l'intelligence artificielle, qui peut absorber des millions et des millions d'informations en 3 secondes et se démultiplier en quelques millièmes de secondes seulement, alors que nous, en moyenne, il nous faut 30 ans pour créer un ingénieur. En fait, malheureusement, vers 2035, le monde pourrait ressembler de plus en plus à un monde basé sur la théorie de la survie de Darwin. Un monde où seuls les meilleurs gagnent. Où les personnes qui n'ont pas le QI suffisant seront mises de côté. Où les personnes qui n'arrivent pas à apprendre rapidement seront elles aussi mises de côté. Un monde où finalement, les gagnants seront que les personnes qui ont un haut QI. Cette pratique, ce tri du meilleur, s'effectue déjà sur Facebook qui crée en moyenne plus de 10 000 nouvelles intelligences artificielles par jour, qui les analyse, les compare, les teste, les adapte et ne garde que les meilleurs. Dans un scénario apocalyptique, on pourrait penser la même chose des cerveaux humains. On trierait, on adapterait, on testerait les capacités des êtres humains pour ne garder que ceux les plus intelligents, que les meilleurs. C'est pourquoi, pour rester en course face à l'intelligence artificielle, de nouvelles grosses solutions pourraient voir le jour. Des solutions qui seraient basées sur les NBIC, c'est-à-dire une technologie qui serait basée sur les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. Et ces nouvelles solutions pourraient se matérialiser sous 2 formes. La première, en agissant en amont sur le fœtus pour être sûr qu'il devienne intelligent. C'est-à-dire l'eugénisme, trier les embryons humains et ne garder que ceux qui ont un haut fort potentiel d'intelligence. Alors ça, des fois, on a l'impression que c'est très loin ce triage à la naissance du QI, mais c'est un truc que les Chinois sont en train de mettre en place. Peut-être pas dès la naissance, mais par exemple dans quelques grandes usines de production chinoises, on traque l'activité cérébrale des employés qui sont capables de garder un haut niveau de concentration le plus longtemps possible. Après, la deuxième solution à cette course face à l'intelligence artificielle, face à l'intelligence de plus en plus rapide de l'intelligence artificielle, serait des implants, serait le transhumanisme. C'est-à-dire implanter des nanotechnologies dans le cerveau. Alors ça, c'est toute une technologie qu'Elon Musk est en train de vraiment développer.
Et c'est une technologie qui peut-être poserait un peu moins de questions éthiques que la première, parce que contrairement à la première, tout le monde pourrait en bénéficier. Alors le problème du triage de QI, déjà que ça pose un énorme questionnement éthique et moral, c'est surtout que ça va créer un énorme décalage intellectuel entre les générations, où les enfants auront un QI beaucoup plus élevé que les parents, du coup n'arriveront pas à se comprendre, que les enfants auront même un QI beaucoup plus élevé que leurs profs. Et ensuite, les petits-enfants auront un QI encore plus élevé que leurs parents, et ça pourrait vraiment créer un décalage intellectuel entre les générations, un décalage qui pourrait vraiment créer un déséquilibre de la société. Alors que l'implant, bien qu'il pose lui aussi d'énormes questions éthiques, morales, etc., aurait comme point positif que tout le monde pourrait en bénéficier. C'est-à-dire que peu importe votre âge, je pense pas que ça va être peu importe votre porte-monnaie, mais vraiment, tous ceux qui en auront les moyens pourront en bénéficier et du coup, ça pourrait réduire ce décalage générationnel. Mais surtout, le monde de 2035 et de 2060 pourrait être, un peu comme j'ai souligné un peu avant, le monde des nouvelles technologies mondiales de l'éducation, c'est-à-dire du Spotify de l'éducation, c'est-à-dire une plateforme qui enseigne tout à des millions de personnes. Une plateforme qui a le monopole de l'éducation et une plateforme qui sera certainement privée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc encore une fois, tout ce que je dis dans cet épisode est basé sur les travaux du docteur Alexandre, La guerre des intelligences. C'est un bouquin que je vous conseille vivement de lire parce qu'il est vraiment très intéressant et il propose des scénarios un peu futuristes sur l'éducation, des scénarios que je trouve pas mal possibles. Donc ça, c'est à vous de juger. Et c'est toujours bien d'avoir quelques scénarios, de voir un peu ce qui pourrait nous attendre. Donc voilà, pour résumer un peu cet épisode, on a vu qu'aujourd'hui il y avait des gros problèmes, on a vu que l'éducation d'aujourd'hui était arrivée à son climax et qu'elle devait prendre un tournant si elle voulait continuer dans le futur. On a vu que la première grande métamorphose de l'éducation pourrait arriver en 2030 avec l'hyper-personnalisation de l'éducation. C'est-à-dire des technologies basées sur les neurosciences, sur l'intelligence artificielle du deep learning, qui seraient capables de proposer des cursus pédagogiques et universitaires très spécifiques par rapport aux besoins de la personne. Et on a vu que tout ça était possible grâce aux GAFA, grâce à toutes les données qu'on donne à Google, à Facebook, à Apple ou à Amazon, qui leur permettent vraiment de comparer, de faire des similitudes entre ces données et de proposer des nouvelles solutions éducatives. On a vu aussi que le prof de demain pourrait complètement changer. Il pourrait avoir plus la fonction d'un coach que vraiment un prof. Il serait plus là pour suivre l'avancée des étudiants et partager la passion de la transmission et de la connaissance. Ensuite, on a vu que peut-être le gros chamboulement pourrait se passer en 2035 et 2060, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et le décalage que ça va créer entre nous et l'intelligence artificielle. Et avec cette fameuse question, comment transmettre le savoir à l'heure de l'intelligence artificielle? Et on a vu que face à ça, pour l'instant, il pourrait avoir deux solutions qui posent énormément de questions éthiques et morales. La première serait l'eugénisme, c'est-à-dire trier le QI à la naissance. La deuxième serait l'implant. L'implant qui permettrait de booster considérablement nos capacités cognitives et de rester compétitif face à l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, toutes les choses dont j'ai parlé dans ce nouvel épisode posent énormément de questions éthiques, de questions morales. J'ai pas trop approfondi ces questions dans cet épisode parce que c'était pas vraiment le but. Cet épisode, c'était vraiment de présenter des scénarios possibles de l'éducation de demain. Mais bien sûr, il y a toute une dimension philosophique, éthique et morale à avoir face à ces nouvelles technologies et cette nouvelle évolution de l'éducation. Alors peut-être que vous avez déjà remarqué que les nouvelles technologies d'éducation étaient là et que grâce à Internet, on avait accès à de plus en plus d'informations. Mais que malheureusement, c'était de plus en plus difficile de se retrouver dans toutes ces informations. C'était de plus en plus difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. Et malheureusement, vous avez peut-être remarqué qu'on n'apprend pas vraiment à l'école comment apprendre à apprendre. Alors c'est pourquoi, si vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas encore suivi la formation Top Chrono, l'art d'apprendre à apprendre, vous pouvez remédier à ça dès maintenant, apprendre à apprendre et booster considérablement vos capacités cognitives et mentales. Et pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou alors en allant sur mon site www.superapprenant.com et en cliquant sur l'onglet Formation. Voilà, j'aimerais finir par une phrase tirée du bouquin La guerre des intelligences encore une fois. L'école, dans le futur, changera radicalement de modèle. De machine à sélectionner les meilleurs par le moyen d'un échec de masse, elle deviendra une infaillible machine à faire réussir tout le monde. Mais à quel prix? Excellente journée à vous, excellente semaine à vous, et nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com.
Un grand merci. Et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.